Le mystère français. Moi j'aime ce titre. Oui, c'est le titre. C'est le titre du livre coécrit par Emmanuel Todd, historien anthropologue. Emmanuel Todd, bonjour. Et Hervé Lebras. Et avec Hervé Lebras, démographe et historien aussi. Oui. Emmanuel Todd, je dis historien anthropologue. Je vais pas rappeler. Je suis obligé de le rappeler parce que ça a marqué la fracture sociale, Jacques Chirac. Bon, on va oublier et on va passer à la France d'aujourd'hui. Dans quel état est la France aujourd'hui? Le mystère français. Vous essayez d'aller comprendre, d'aller chercher les racines de ce pays, d'aller comprendre pourquoi, d'abord, ce pays s'est droitisé. Droitisation de la France. Vous dites droitisation parce que la gauche ne sait plus faire rêver. Oui, mais nous, on va pas chercher des responsabilités politiques. Si on part sur la droitisation, on va trouver deux causes fondamentales. C'est d'abord le vieillissement de la population. Je veux dire, c'est le vieillissement. Je dirais, c'est la rançon des succès démographiques. C'est-à-dire, la mortalité a baissé, les gens vivent de plus en plus vieux, le corps électoral est de plus en plus vieux. Et l'une des règles de la science politique, c'est que les vieux sont plus à droite, plus conservateurs, et tous les pays occidentaux vivent ça. Il y a une autre raison de la droitisation qui nous fait chercher en dehors de la responsabilité de tel ou tel acteur politique. On n'accuse personne nominativement, si on peut dire. C'est le renversement de la politique, de la pyramide éducative. C'est-à-dire que la société d'après-guerre était une société simple sur le plan éducatif, dans lequel il y avait une énorme majorité de gens qui savaient lire et écrire, et puis pas grand-chose de plus, et puis un peu de gens qui avaient fait des études secondaires, une petite minorité qui avait fait des études supérieures, et c'était une société où les gens d'en bas, si on peut dire, pouvaient participer à la vie démocratique et avaient en ligne de mire, comme exemple, à contester, à imiter des élites. Oui, alors et maintenant, seulement 10% des Français sont sans diplôme. Chez les jeunes. Et maintenant, on a une pyramide éducative qui est renversée. C'est-à-dire que les gros bataillons chez les jeunes de moins de 35 ans, c'est des gens qui ont fait des études supérieures, en fait, d'un type ou d'un autre. Hein. Et puis, vous avez aussi une masse aussi importante au milieu qui ont fait des études plutôt technologiques et qu'il faut prendre au sérieux, c'est une hausse. Et puis, vous avez en bas 10-12% de gens qui sont calés au niveau de l'instruction primaire, où vous avez effectivement des sans diplôme, des difficultés d'écriture. Notre livre n'est pas du tout béat, il est moins pessimiste que la plupart des choses. Et une société comme ça, surtout que ça a arrêté de progresser. La France n'a jamais été aussi éduquée, mais la progression a cessé. Donc on est dans un monde fixe. Et dans un monde fixe comme ça, eh ben, les gens les jeunes diplômés du supérieur, malgré toutes leurs difficultés économiques, ils doivent garder un élément d'optimisme parce qu'eux restent à gauche. Oui. Mais ceux du milieu ont plutôt peur de retomber en bas, vivent les yeux vers le bas, vers la peur de la chute. C'est ça qui mène à droite. C'est ça la droitisation des milieux populaires en France. La peur de retomber, alors qu'avant les milieux populaires étaient plutôt dans un espoir d'ascension, de contestation des groupes que leur offrait la gauche. Ça dépasse. Au-delà, d'accord. L'un des traits caractéristiques de la situation actuelle, c'est qu'il est clair que la gauche et la droite sont proches d'atteindre des niveaux d'égarement équivalents, si on les voit en tant que France. Des niveaux d'égarement équivalents, j'aime bien donc je crois qu'il faut arrêter de donner des bons et des mauvais points aux uns aux autres. Mais c'est vrai que c'est la gauche qui est au pouvoir. Dans quel état est la France, globalement? Alors, sur le constat économique, c'est la déroute, il n'y a pas de problème. La débâcle, vous dites. Oui, et on a l'une des cartes les plus terrifiantes du bouquin, c'est une carte de l'industrie en 1968. Apogée de l'industrie française, et puis de l'industrie en 2008, où on voit que tout a explosé et on a l'impression qu'il ne reste presque plus rien. Mais ça, c'est ce que savent les gens, c'est ce qui est conscient, et si on plonge, comme à travers des couches géologiques, vers des profondeurs, si on atteint l'éducation, on voit quand même ce niveau éducatif très très élevé. Si on va au niveau de la démographie, on voit que le taux de suicide, contrairement à ce que nous disent les médias régulièrement, le taux de suicide a baissé, que le taux d'homicide s'est effondré, et donc il y a toute que les gens, les femmes, y compris les femmes des classes moyennes, font des enfants, et il y a toute une dimension. La population, je dirais, est saine et vivante, en fait. Et donc, il y a le problème, une partie du mystère français, c'est cette espèce d'économie qui est en déroute,
correspondant à une population dont on sent qu'elle pourrait beaucoup mieux faire économiquement. Je pense que le problème, c'est que les élites, les gens qui décident des politiques économiques, dans un pays, il y a la crise générale du capitalisme. Il y a quelque chose. Tous les pays sont en Europe. Non, en Europe, aux États-Unis. En fait, il n'y a pas un pays, contrairement à ce il n'y a pas un pays qui a bien et dans ça le monde occidental, l'Allemagne. Mais en France, s'ajoute à ça. Des politiques économiques mimétiques. C'est une incompétence des gouvernants. Non, mais c'est-à-dire les gouvernants, c'est comme s'ils ne savaient pas que cette France-là existait. Ils ne voyaient pas les Français réels, faisant des enfants, ayant un certain niveau d'éducation, et donc ils se sont fixés sur des politiques mimétiques de type européen et actuellement, de façon maniaque, des politiques mimétiques de l'Allemagne. Et on ne peut pas gouverner la France comme si elle était l'Allemagne. La population française a ses caractéristiques. Les Français existent. C'est ça la leçon de ce bouquin. Les Français existent il faut que les gouvernants qui gèrent l'économie admettent l'existence des Français. Alors justement, Emmanuel Todt, vous avez rencontré récemment François Hollande, c'est vrai? Non, je l'ai vu une fois, un petit déjeuner, il y a quelques mois. Et vous lui avez parlé de l'euro, c'est vrai? Bon, je parle tout le temps de l'euro. C'est-à-dire, vous lui avez dit l'euro détruit l'industrie française. Non, mais vous voyez. Et vous lui avez même dit, je sais pas si vous l'avez dit, mais vous l'avez écrit, l'euro détruira François Hollande. Je l'ai dit récemment. De toute façon, je dirais qu'en un certain sens, il a déjà commencé. Mais si vous voulez, cette histoire de l'euro est vraiment très intéressante. Et maintenant, c'est un problème de technique économique, mais maintenant, l'euro permet d'analyser la crise des élites françaises. C'est-à-dire que, regardez, l'euro, ce qu'on avait appris à Sciences Po, c'est qu'une monnaie, c'est un truc qui doit servir l'activité économique. Maintenant, non, l'euro est une monnaie qu'il faut sauver à intervalles réguliers. On doit, tout est, de temps en temps, on voit, Moscovici arrive, nous avons sauvé l'euro, Hollande arrive, nous avons sauvé l'euro, et puis le taux de chômage augmente. Donc, il est très très clair. Depuis l'affaire de Chypre, on a vu que Moscovici ne comprenait même pas les accords qu'il signait à Bruxelles. Bon, il est très très clair que au moins la question de la viabilité de l'euro devrait être posée. On devrait commencer à réfléchir sur quand même le déséquilibre des comptes extérieurs français est apparu avec l'euro. La débâcle industrielle s'est accélérée avec l'euro. On devrait avoir dans un pays normal, avec une classe dirigeante normale, il devrait y avoir pas forcément une majorité de politiques qui disent il faut sortir de l'euro. Moi, c'est ce que je pense. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y ait pas de commission ou de gens qui réfléchissent, qui se posent la question. Je me souviens que quand j'avais vu Hollande, la seule chose que je lui avais dit, je dis bien qu'il faut sortir de l'euro, mais j'avais dit non, mais au stade actuel, ce qui serait bien, ça serait de réunir, une commission d'économistes dont certains seraient des orthodoxes favorables à l'euro et d'autres plutôt des dissidents, des gens comme Sapir, Gréau, Lordon, Giraud, Gaël Giraud, et pour réfléchir et poser la question pour information des gens qui nous gouvernent, est-ce que l'euro a une chance? Et zéro de réflexion. Et ça, le zéro de réflexion, compte tenu de toutes les difficultés créées par l'euro, de son sauvetage permanent, ça manifeste maintenant, il faut bien voir que ça manifeste un état pathologique dans les classes supérieures. Une sorte d'incapacité à voir à ce niveau-là relève de la pathologie. Je recommence à m'intéresser à la psychiatrie sociale, personnellement. Et tous ces dirigeants, chefs de gouvernement, chefs d'État, professeurs d'austérité ou de rigueur à travers l'Europe qui sévissent. Il y en a, Emmanuel Todt. C'est le dogme. Oui, alors ça, la rigueur, l'austérité, c'est le dogme. Mais là, ce qui est formidable, c'est que la vérité est en train de sortir sur les partisans de l'austérité. C'est pour ça que je trouve que l'affaire Cahuzac est vraiment une très bonne nouvelle pour la démocratie en France. Alors expliquez-nous pourquoi. Si vous voulez, Cahuzac s'était fait une image il s'occupait du budget, donc il était là pour tenir les comptes de l'État, pour mettre en place la rigueur et l'austérité, en fait. Et donc, tout d'un coup, le mec, dont on s'aperçoit que le type qui est là pour gérer l'austérité, le père la vertu, est un pourri. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est s'imaginer que c'est une exception. En vérité, partout, ce qui sort petit à petit, c'est que la notion même d'austérité est véhiculée par des gens qui ne sont pas nets et véhiculée par des pourris.
Qui ont des rapports étranges avec l'argent. Voilà. Alors, je vais vous donner les deux exemples qui me viennent en tête maintenant. Il y a les pères la vertu, genre Monti en Italie, ou le mec de la Banque centrale, Draghi, qui sont des gens qui avaient des liens avec la banque Goldman Sachs, donc avec la spéculation. Et le dernier exemple qui vient de sortir, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, c'était dans toute la presse, cet article. Il y avait un article fait par deux professeurs, ça a été publié, une revue de Harvard, etc., très sérieux, qui expliquait, qui essayait d'établir que les pays à gros déficit public avec Hervé Gattegno tout à l'heure, avaient de grosses difficultés. Et ce qui vient d'exploser, c'est que l'article n'est pas sérieux, fonctionne avec un échantillon. Les calculs sont faux, un échantillon, mais ça veut dire que la corruption a atteint la science. Et donc, maintenant, je vous propose une règle opératoire, et je propose à tous les gens qui s'occupent d'information et de journalistes, toute personne qui prône l'austérité devrait faire l'objet d'une enquête de moralité. Je veux dire, il y a une telle personne qui défend l'austérité et la rigueur devrait faire l'objet d'une enquête de moralité. C'est-à-dire les gens pour lesquels on devrait exiger la transparence, c'est les gens qui réclament de l'austérité. Mais il faut bien voir, c'est systémique. C'est quoi l'austérité? L'austérité, on culpabilise les gens, on leur dit l'État a trop dépensé, l'État et l'État c'est les Français, et on essaye de culpabiliser le citoyen de base sur le budget de l'État. Mais c'est quoi la dette publique? Je veux dire, la dette publique, c'est des riches qui ont prêté leur trop d'argent à l'État. Donc les gens qui gèrent la rigueur, les gens qui veulent maintenir l'État en état de servir les intérêts de la dette publique, sont des gens qui travaillent pour les riches. Vous voyez? Donc c'est tout à fait normal. C'est-à-dire les financiers, les marchés financiers. Je veux dire, la rigueur, c'est quelque chose qui a pour objet de pouvoir, c'est quelque chose qui a pour objet d'éviter ce qui apparaîtra un jour comme inévitablement nécessaire, c'est-à-dire le défaut sur les dettes. Le problème fondamental du monde, je peux vous le Je suis fasciné parce que hier je lisais en allant à Strasbourg un article du Financial Times qui est le grand journal financier anglais, et c'était un article qui disait que les banquiers centraux ne comprenaient plus ce qui se passait. Il y avait l'expression we are flying blind, c'est-à-dire vol à l'aveugle. Et donc les gens liraient ça, ils seraient dans un état d'inquiétude extrême sur les classes dirigeantes. Mais c'était noir sur blanc, Financial Times d'hier. Et ce qui me fascinait, c'est que évidemment les banquiers centraux ou pas centraux d'ailleurs ne peuvent pas comprendre ce qui se passe parce qu'ils ne peuvent pas accepter la réalité de ce qui se passe. C'est quoi la réalité de ce qui se passe? La réalité de ce qui se passe, c'est que les inégalités ont fortement augmenté ou massivement augmenté dans l'ensemble du monde, et les inégalités, c'est l'écrasement des revenus des gens d'en bas, et puis l'accumulation. Oui. Bon, les gens d'en bas, pour moi, c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et l'accumulation exagérée de pognon, disons les choses par leur petit nom simple et familier, en haut de la structure sociale. Et les gens qui sont en haut de la structure sociale et qui ont déjà trop d'argent prêtent cet argent, parce que les riches ont leurs problèmes, il faut faire quelque chose de cet argent, et il est évident que on ne peut pas, tous les mécanismes de correction, de gestion de la dette, etc., et une société ou des sociétés avancées ne peuvent pas fonctionner si simplement de plus en plus d'argent va aux gens qui ont trop d'argent. Donc inévitablement, le mur de la réalité qui est devant tous les gouvernements occidentaux, et le gouvernement français en particulier, c'est que si on veut faire redémarrer les économies occidentales, il va falloir effacer des dettes. Et il va falloir spolier les riches. Moi, ça ne me fait pas très peur. Emmanuel Todd, tous ces constats faits, un autre constat sur notre pays, sur la France que nous aimons, des haines s'installent aujourd'hui dans ce pays. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas que non? C'est pas l'idée qui me vient à l'esprit. Bon. Je vois. C'est ce qu'on sait. La radicalisation, elle est là ou pas? Non, c'est très intéressant. On retombe sur ce modèle. Nous, notre bouquin, il est sur la masse des Français. Oui. Et ceux qui enseignent, on distingue des parties de la France qui vont particulièrement mal, je veux dire en termes économiques, qui sont plutôt dans la vieille France centrale déchristianisée. Il y a les parties de la France de tradition catholique vont un peu moins mal, ce qui ne veut pas dire très mal, mais l'ensemble de la société française est une société très avancée et saine. Mais ce qu'il me semble discerner aujourd'hui à travers l'affaire Cahuzac, les exigences de transparence, ces ministres qui sont sommés de montrer leur patrimoine, cette classe politique qui est mise en question, en fait, qui est sommée de s'exécuter. Vous trouvez ça bien, d'ailleurs, non, mais on peut en reparler après, mais je voudrais terminer. Je veux dire, quand je vois
des députés à l'Assemblée nationale prêts à se taper dessus pour des histoires de légalisation du mariage homosexuel. Ce que je sens, c'est une extrême fébrilité en haut de la structure sociale, c'est-à-dire parmi les dirigeants. Et ça va, c'est pour ça que j'ai cité ce papier du Financial Times. Je veux dire, la situation actuelle, c'est une prise de conscience dans les hautes sphères, chez les gens qui dirigent, je veux dire, qu'ils sont à l'aveugle. Et évidemment, c'est très angoissant d'être aux commandes ayant perdu toutes ses boussoles. Et, vous voyez, ce que je sens, c'est une fébrilité et une panique dans les classes dirigeantes. Mais la population elle-même se tient bien, solide, fait des enfants, elle travaille, elle fait ce qu'elle peut. Quoi. Oui, elle fait ce qu'elle peut parce qu'il y a le poids des valeurs. Non, mais il y a le poids de... Je veux dire, c'est... Et le poids du concret. Non, je veux dire, les gens normaux ont des impératifs de survie économique qui en vérité, la survie économique, c'est quand même un concept qui empêche de délirer. Toute cette histoire de transparence, j'en parlais, de moralisation de la vie politique, vous en pensez quoi? Bon, ça me gêne pas. Je trouve ça rigolo de voir des patrimoines, mais c'est quand même, on est quand même dans l'ordre de l'enfumage et ça attire l'attention sur des zones où le problème n'est pas. C'est-à-dire, moi je comprends très bien la révolte des députés ou le refus des députés ou l'hostilité des députés, parce que ce qu'a fait le gouvernement, c'est lui-même, le gouvernement a fait une manœuvre populiste assez sale de désignation anti-politique, vous voyez. Ouais. Mais le vrai problème, mais du coup, ça m'a fait prendre conscience, et je le remercie, de ce qu'était le vrai problème de transparence, parce qu'on est forcé de réfléchir. Et le vrai problème de la transparence en France, c'est cette espèce d'interaction entre le haut de la fonction publique, les grands corps de l'État, avec notamment l'inspection des finances et la Cour des comptes, sur les gens qui gèrent l'État, les gens qui contrôlent la machine, notamment dans sa dimension financière, et le système bancaire. Puisque ce que vous trouvez, c'est une sorte de mafia de gens qui circulent de l'un à l'autre. Et autrefois, quand on était dans un univers qui prenait l'État au sérieux, je veux dire, la haute fonction publique contrôlait le système bancaire. Ouais. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte d'inversion du rapport de pouvoir. D'ailleurs, les gens qui ont privatisé les banques étaient les gens de la haute fonction publique et ensuite ils se sont installés dans les banques. Oui, et maintenant, le système mafieux existe toujours et c'est ce système qui a fait échouer la réforme bancaire que voulait en théorie le Parti socialiste. Donc, la chose dont la France a besoin, la transparence dont on a besoin, c'est de savoir qui et où et d'arrêter ce dont on a besoin. Ça n'est pas du tout d'une interdiction du cumul des mandats. C'est de rétablir des règles d'étanchéité entre la haute fonction publique et le système bancaire. Mais ça, on y arrive petit à petit. Et je trouve que la crise ou le soupçon injuste pesant sur la classe politique aboutit finalement, pour ce qui me concerne, m'a mené à une prise de conscience de la localisation du véritable problème. Donc je recommande ce qui m'intéresse comme patrimoine. J'aimerais avoir des études de patrimoine et d'enrichissement sur ces gens qui circulent entre l'inspection des finances, la Cour des comptes et le système bancaire. Là, il y a vraiment une étude à faire. Et mon rêve, ça serait que le Parlement nomme une commission d'enquête sur ces interactions, je dirais, entre la haute finance publique et la haute finance privée. Eh bien, merci Emmanuel Todd d'être passé nous voir.